C'est parti, bonjour les abonnés. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo du contrôle technique. On va parler de la partie. Je vais vous montrer les points que vous pouvez contrôler vous-même pour éviter une contre-visite. La contre-visite, bien sûr. Donc on va vous montrer sur la Mégane les points que vous pouvez contrôler et que le contrôleur va contrôler aussi. Mais en partie visuelle, sans être du métier, vous pouvez faire ces points de contrôle là. On va commencer par les pneumatiques. Pneumatiques, vous avez un témoin d'usure qui est ici. Alors je ne sais pas si on va le voir beaucoup en caméra. C'est le petit point au bout de mon doigt. Ce petit point d'usure, là, va vous indiquer si votre pneu est usé. Alors attention, s'il est usé ici, parce qu'en fin de compte, vous avez la bande de roulement, elle est là, entre mes deux doigts. Si c'est usé ici, c'est lisse, alors que c'est bon ici, votre pneu, il est foutu, c'est une contre-visite. Dans tous les cas, et ce qui voudra dire que vous avez un défaut de parallélisme. Alors, le pneumatique, vous avez plusieurs indications qui vont être la dimension. Donc 175 c'est ce qui vaut à la bande de roulement, 65 c'est la hauteur du pneu et 14 c'est le diamètre de la jante. Après vous avez l'indice de charge, l'indice de vitesse. Alors l'indice de charge, l'indice de vitesse, vous allez retrouver ici 82T. Donc 82, c'est l'indice de charge. Ça ne veut pas dire que le pneu peut résister à 82 kg. 82 correspond à un poids précis qui est donné par le constructeur du pneumatique. Et T, c'est l'indice de vitesse. Alors c'est pareil, ça, comment ça correspond à une plage de vitesse maximum. Par exemple, si vous voyez du H, généralement c'est 210 km/h. Après, donc, il faut voir si le pneu n'est pas coupé, pas fissuré, s'il est pas au témoin. Ça, c'est la première des choses. Après, la seconde chose que vous allez avoir à contrôler sur les pneumatiques, c'est la pression des pneus. Alors, généralement, la pression des pneus, elle est positionnée dans la porte. Vous avez certaines marques de voitures, c'est dans la trappe, au niveau de la trappe à essence. Alors vous avez 2,2 kg en charge normale à l'avant et 2 kg à l'arrière. Et 2,4 kg en charge autoroute ou véhicule chargé à l'avant et 2,2 kg à l'arrière. Alors vous mettez toujours en position route, sauf si vous emmenez votre voiture et que votre voiture elle est chargée. Ben là, dans ces cas-là, vous mettez en position charge. Ensuite, on va refermer la porte. Alors le contrôleur va vous contrôler les poignées de porte. Alors déjà il va contrôler si la voiture elle s'ouvre bien de l'extérieur. Là il n'y a pas de souci. Pendant que donc ça c'est un truc qu'il faut. Je vous dis, vous montez dans votre voiture, vous contrôlez forcément. Enfin, vous savez très bien qu'elle s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais le contrôleur c'est ce qu'il va faire. Il va prendre la porte, il va faire ça, il va la reclaquer. Après, il va prendre la poignée de porte intérieure, il va contrôler si elle s'ouvre de l'intérieur aussi. Tout ça, c'est des petits points de contre-visite. Après, il va regarder si la porte, elle est bien fixée. Donc, il va prendre la porte, il va faire ça. Vous voyez, là, il n'y a pas de jeu, c'est la voiture qui bouge. Il va regarder le rétro. Le rétro, s'il est bien fixé. Bon, là, il n'y a pas de souci. Il va regarder la glace de rétro, si elle n'est pas fissurée, si au niveau de la visibilité, il y a une bonne visibilité. Ensuite, ce que vous pouvez contrôler si vous-même, c'est la fixation du siège. Alors, là, si le siège est bien fixé, si le verrouillage fonctionne,
vu que c'est une 3 portes. Et pareil, il va contrôler le verrouillage. Il va contrôler aussi l'avancement et le reculement du siège. Tout ça, si tout fonctionne bien. Après, il va contrôler les ceintures. Alors, comment contrôler une ceinture? Première chose, vous la déroulez entièrement et vous regardez s'il n'y a pas d'usure, de coupure, si elle n'est pas endommagée sur toute la longueur. Alors, je vais vous montrer si celle-là, peut-être. Vous voyez les petits effilochements, on le voit légèrement. Ça, c'est de l'usure, mais ça, c'est rien, ça. Ça craint pas au niveau de la sécurité. Après, il va contrôler. Là, c'est des ceintures qui sont réglables en hauteur. Il va contrôler le réglage s'il se verrouille bien. Si pareil au niveau des points d'ancrage, si c'est en bon état, si c'est bien fixé. Tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Après, il va contrôler si ça se verrouille bien. Et pour voir si ça se verrouille bien, il va prendre les deux brins de ceinture, comme ça, puis il va tirer. Là, on est bon. Après, il va contrôler ce qu'on appelle l'arrêt de choc. En cas d'accident, vous savez que votre ceinture vous garde plaqué sur le siège. Donc, il va la dérouler un peu, et il va tirer d'un coup sec. Il va la dérouler, hop. Il va contrôler si ça s'arrête. Là, on est bon. Donc, il va contrôler la fixation des sièges à l'avant comme à l'arrière. Il va passager. Tout ça, il va le contrôler. Ensuite, en extérieur, on va faire le tour du véhicule. Alors, je vous le fais pas dans l'ordre. Hein. Il va contrôler la plaque d'immatriculation, si elle est bien fixée, si elle est bien en bon état. Bon, là, il n'y a pas de souci. L'état des feux, s'ils sont bien fixés, s'ils sont en bon état. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Les balais d'essuie-glace. Bon, là, celui-là, il est à changer. Il va regarder tout ça. La trappe à essence, pareil. Il va regarder si le bouchon est bien présent et s'il verrouille bien. L'état des vitrages. Alors les vitres, généralement sur les côtés, c'est pas trop grave. Vous pouvez y aller avec un bout de carton ou un bout de bois, c'est pas grave. C'est bête à dire, mais c'est pas pris en compte. Ensuite, je vous parlais des plaques constructeurs. Donc on a les numéros de châssis. Chez Renault, la plaque constructeur, elle est ici. Donc là, vous retrouvez le numéro de série de votre véhicule. Le poids, tout ça. Mais ce qui va intéresser le contrôleur, c'est ça. Le gros numéro là. Donc voilà. Après, il va contrôler la frappe à froid. Qui est ici. Alors, il faut que ce numéro-là corresponde au numéro de la plaque moteur. Il faut que les deux numéros correspondent aussi au document que vous avez donné au départ. Donc la carte grise généralement. Ensuite, vous avez la batterie. Il va contrôler si elle est bien fixée. Donc voilà. Ça, pareil, vous pouvez le contrôler. Le niveau d'huile, surtout sur un véhicule diesel. Pensez à garder que votre niveau soit entre le mini et le maxi. Ou pile poil au mini, mais surtout, pile poil au maxi, mais surtout pas au-dessus du maxi. Parce que si vous êtes au-dessus du maxi, le contrôleur ne pourra pas contrôler le véhicule entièrement. Et du coup, vous allez vous retrouver une contre-visite. Pourquoi il ne va pas prendre de risque si le maxi est dépassé? C'est parce que sur un véhicule diesel ou turbo diesel, surtout, l'huile risque de passer dans le turbo. Le trop-plein d'huile risque de passer dans le turbo et créer un emballement du moteur et donc une casse. Donc si le niveau est au-dessus, il ne peut pas contrôler la pollution, donc refus pour la pollution. Il va vous marquer anomalie le niveau d'huile dépassant le maximum. Donc tout ça. Après, donc vous savez comment fonctionne un niveau d'huile. Vous avez le maxi et le mini. Là, vous voyez, on est entre les deux. Bon, on est sur un véhicule essence, c'est pas trop grave.
si on était légèrement au-dessus. Vous avez, s'il y a la direction assistée, il va contrôler le niveau de liquide de direction assistée. Il va contrôler le niveau de liquide de refroidissement. C'est pareil, s'il n'y a pas de liquide de refroidissement, on ne peut pas faire la pollution, parce que il risque d'une casse, d'endommager votre véhicule. Le niveau de liquide de frein, il va regarder le niveau. Alors il s'en fout si le liquide de frein il est noir ou s'il est transparent. Mais bon, c'est mieux d'emmener avec un liquide de frein à remplacer, propre. C'est-à-dire qu'un liquide de frein c'est tous les 2 ans. L'emplacement d'un liquide de frein c'est tous les 2 ans. Et environ tous les 5 ans pour le liquide de refroidissement. Ensuite, donc pour le compartiment moteur, on est bon. Il va contrôler aussi la fixation des phares. Première chose, si les phares n'est pas bien fixés, il ne peut pas contrôler le réglage. Donc là, on y est là, vous voyez, il y a plein de petits points qui peuvent engendrer plusieurs contre-visites. Donc maintenant, on va passer à comment contrôler l'éclairage. Donc devant, vous mettez veilleuse, code, phare, au pire vous faites aider. Mais par contre, pour l'arrière, vous allumez tout d'un coup. C'est-à-dire les stops, les veilleuses, les clignotants, la marche arrière, vous allumez tout d'un coup. Alors les stops, vous allez dire, mais comment je fais parce que si j'ai personne dessus, si j'ai personne pour m'aider, vous demandez à votre femme, à votre fils, qu'il appuie sur la pédale de frein. Et puis vous regardez surtout si les feux ne clignotent pas en même temps que vous avez mis les clignotants. Vous regardez si les stops ne clignotent pas. Il faut que toutes les lumières restent bien allumées fixes. Bien sûr, à part le clignotant qui clignote, ça c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez contrôler vous-même? Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc, il faut regarder si tout est fixé. Grossièrement, c'est ça. Regardez l'état de vos pneus. Après, si vous êtes un peu connaisseur, un peu bricoleur, vous pouvez regarder en dessous si votre échappement il est bien fixé. Si vous avez de quoi lever la voiture en toute sécurité, bien sûr. Regardez s'il n'y a pas de fuite d'huile, des petites bricoles comme ça. Et la corrosion, quand vous êtes dans un compartiment moteur, vous regardez s'il n'y a pas de point de corrosion, surtout sur tout ce qui est fixation d'amortisseur. Là, on est sur un élément qui maintient l'amortisseur. Si vous voyez que vous avez de la corrosion perforante là, vous oubliez, vous emmenez pas la voiture au contrôle, soit vous la mettez à la casse, ou soit vous trouvez un bon carrossier qui vous fasse une bonne réparation comme il faut. Alors je vous expliquais les petits malins qui changent les numéros de série. Alors, vous imaginez, vous achetez une voiture, la caisse elle est foutue, on va dire on va changer la caisse. Et ce que font certains, ils découpent le numéro de châssis, ils remettent le numéro de châssis de leur voiture qui correspond à leur carte grise sur une autre, ils ressoudent, et puis ni vu ni connu, c'est tout beau, c'est tout propre, ça se voit pas. Alors, c'est bien quand vous faites une restauration d'une voiture ancienne, complète, que ça soit fait réellement propre. Mais je vous le dis, sur une voiture d'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai connu certaines personnes qui ont passé d'un véhicule essence à un véhicule diesel, voire turbo diesel. Un ancien collègue qui a fait ça, il a pris sa caisse d'essence, il a récupéré le numéro de châssis d'une Turbo D qu'il avait racheté pas cher, il a remis son moteur, il a changé son réservoir, son échappement, 2-3 bricoles pour que ça paraisse pareil qu'une Turbo D, puis il l'a passé en turbo, il l'a passé comme ça, mais sauf qu'au contrôle technique, qu'est-ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que quand ils vont taper le numéro de châssis, ça va être marqué essence. Ah, le problème il est là. Le contrôleur il va ouvrir le capot. Généralement pour être contrôleur, il faut être un peu mécano quand même. Il va ouvrir le capot, il va voir des bougies de préchauffage ou une pompe à injection à la place des bougies. Normal, il va se dire il y a un problème.
Pourquoi quand je tape votre numéro de châssis, c'est une turbonnée? C'est un peu moyen. Alors, ou à moins qu'il récupère la carte grise et puis qu'il garde la carte grise turbonnée. Dans ces cas-là, il se paye une carte grise. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, mais évitez de changer les numéros de châssis. Évitez le trafic de tout ça. Il va regarder aussi un truc tout bête, c'est au niveau du compteur. Au niveau de l'intérieur, voilà. Ce que vous allez pouvoir contrôler vous-même. Au niveau des freins, le contrôleur, il va appuyer sur la pédale de frein jusqu'à temps qu'elle soit dure. Là, elle est dure. T'as les clés de ta voiture? Hop. Il va la démarrer. Et si la pédale elle s'enfonce comme là, vous voyez, et ben là c'est bon. C'est que votre assistance fonctionne. Il va regarder, pareil, il va couper le moteur. Il va regarder, ah, la direction assistée elle est dure. Ok, on est bon. Il va démarrer. Ah bah là elle est plus dure. Le réglage des phares, ça aussi. Alors ça c'est pas pour régler vos phares vous-même. Hein. Ça c'est une correction d'assiette, ce qui vous permet de corriger la hauteur de vos phares selon votre charge. Alors toujours en point 0 pour un réglage pour la position route quand le véhicule n'est pas chargé. Et quand vous allumez vos phares, le phare, il y a un petit moteur à l'intérieur du phare qui va, qui va baisser le phare de manière que le phare il soit toujours à la bonne hauteur et qu'il évite d'éblouir les gens. Alors vous voyez, vous avez plusieurs niveaux. Là, on a 4 niveaux de réglage. Alors, je répète, ce n'est pas un réglage de phare, c'est un correcteur d'assiette. Il va contrôler le lave-glace. On va couper la boîte à musique parce que sinon, on va nous prendre la tête pour les droits d'auteur. Hop, le lave-glace fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent parce que ça, c'est pareil, le contrôleur, il va le contrôler. La ventilation, il va regarder si la ventilation fonctionne, si le désembuage fonctionne, il va regarder si tous les voyants fonctionnent, et vous avez le voyant, je ne sais pas si sur celle-là on l'a, le petit voyant ici, là. Je l'allume, le petit voyant orange, hein. Ça c'est le voyant diagnostic moteur. Alors si ce voyant-là est allumé, refus au contrôle technique, contre-visite, pollution pas possible, et puis voilà quoi. Donc 2 contre-visites en lieu. Alors des fois vous allez avoir sur votre contrôle technique 2-3 points d'anomalie qui vont être pour le même défaut en fait. Donc voilà. Donc là c'est ce que vous pouvez éviter vous-même. Que vous pouvez contrôler vous-même sur votre véhicule sans avoir de connaissances en mécanique. Après, malgré tout ce que je vous ai dit la dernière fois, au niveau des contrôleurs techniques, si vous voulez devenir contrôleur technique, il n'y a pas de souci. Le seul truc, il vous faut un peu de connaissances en mécanique. Généralement, il vous demande d'être mécano, ou carrossier, ou peintre en automobile. Un bac pro, enfin un bac. Maintenant, il faut le bac depuis le 1er janvier 2018. Et puis, bien sûr, la formation. Et après, tous les ans, vous aurez une remise à niveau qui dure environ 20 heures. Donc, c'est une journée, c'est une partie chez vous sur l'ordinateur et une partie avec un formateur qui va vous prendre la tête une journée. À vous réexpliquer les points de contrôle, vous dire ce qui a changé, s'il y a du matériel qui va changer, les nouvelles réglementations. Alors moi, je dis pas que c'est un mauvais métier, mais après vous ne vous attendez pas à gagner
un très très gros salaire. On vous annonce quand vous faites la formation 1600, 1700, 1800 euros net par mois, c'est faux. Hein. Moi je les ai jamais gagnés en tant que contrôleur et même en faisant des heures, généralement je les atteignais pas. À la rigueur 1600 avec des heures sup peut-être. Et maintenant les patrons ne veulent plus payer d'heures sup. Donc il faut plus compter sur un salaire de 1002, 1003, voire 1004 grand maximum. Après c'est pas un mauvais mauvais métier, mais c'est pas un métier sûr. C'est pas un métier sûr. Et pour voir ce qu'on, en tant que contrôleur, ce qu'on subit avec certains clients, alors il y a des régions, je peux vous garantir, région parisienne, c'est les clients sont différents que ici en Normandie par exemple. En Normandie, vous allez plus tomber sur du fermier, du paysan qui va vous dire moi la voiture de toute façon elle reste dans la cour du jardin, elle sert que pour ça. Alors pourquoi tu t'embêtes à faire un contrôle technique? Donc il va te dire oui mais parce qu'il faut le faire, d'accord, mais bon ta voiture elle est au cas où, moi je sais pas si elle prend la route. Donc voilà. Après vous allez avoir le Parisien, lui il va plus vous embêter pour les vitres teintées. Grand problème les vitres teintées en région parisienne parce que vous avez tous les Parisiens de cité qui ont les vitres teintées noires et il va vous dire non de toute façon je les enlèverai pas, ou alors il va arriver la vitre baissée avant de vous présenter la voiture, mais il va pas penser que le contrôleur il va lever la vitre, voilà. Parce que c'est pareil, ça c'est un truc ne cherchez pas, de toute façon vous avez des vitres teintées qui ne sont pas d'origine sur votre voiture, ne cherchez pas, vous pouvez les enlever et ça passera pas. Ensuite, comme ça, si on peut vous pouvez vérifier la fixation des pare-chocs. En fin de compte, il faut que tout soit bien fixé. C'est bête, il faut que tout soit bien fixé, que les portes s'ouvrent bien, que le capot s'ouvre bien, se verrouille bien. Alors pareil, le capot, vous avez plusieurs choses. Alors, vous avez, quand vous ouvrez le capot, vous avez le loquet de sécurité. Ça, il faut que ça fonctionne. Parce que ça, il va le contrôler. Il va regarder, hop, là, il se verrouille bien. Ça, c'est pareil, c'est des petits détails que vous pouvez vérifier vous-même. L'état de vos phares. Alors, si les phares sont ternis, comme beaucoup on voit, je vous montrerai des photos de phares, je vous mettrai des photos de phares ternis. C'est pareil, ça, il va pas pouvoir contrôler le réglage et puis ça va vous mettre une anomalie. Je vous mettrai le faisceau en dessin. Je vous ferai un dessin que je mettrai en photo d'un phare en bon état et d'un faisceau d'un phare en mauvais état pour que vous compreniez que l'éclairage est pas pourquoi que l'éclairage est pas bon, qu'on voit moins bien avec un phare endommagé qu'un phare en bon état. Donc on a fait plus ou moins le tour. Là, si vous voulez voir un peu des choses au niveau des contrôles techniques sur Facebook, vous avez la chaîne, une page Facebook qui s'appelle question de contrôle technique. Vous allez voir des cas de refus de contrôle technique. Et même il y a eu un article il n'y a pas longtemps qui a été publié d'un journal nancéen de 3 contrôleurs qui se sont trouvés mis en examen et qui vont être jugés très prochainement pour escroquerie au contrôle technique, principalement sur les compteurs kilométriques et puis des défauts qui n'ont pas été marqués sur le véhicule. Donc voilà. On a fait plus ou moins le tour du contrôle de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis pareil, je vous répondrai encore. Et puis je vous rappelle que si vous voulez qu'on débatte un peu du contrôle technique 2 roues,
et ben il n'y a pas de souci, j'en ferai une vidéo avec vos commentaires et puis ben, mon point de vue de ce côté-là. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis ben n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner et puis ben mettez une cloche pour comme ça vous serez averti pour mes prochaines vidéos. Allez, salut!